Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que nous sommes actuellement au mois d'octobre, à savoir le mois d'Halloween. Et si une vidéo spécifique à ce sujet est prévue pour la semaine prochaine, je tenais à revenir avec vous sur un sujet qui m'a souvent été demandé. En effet, les traits d'horreur se multiplient et voient leur popularité grimper en flèche ces derniers temps, avec même des chaînes YouTube spécialisées sur le sujet. Mais alors, d'où ça vient? Comment? Pourquoi? Eh ben, on va essayer de répondre à toutes ces questions ensemble. Dans cette première partie, j'aimerais revenir sur l'origine et les raisons qui nous font apprécier les histoires qui font peur. Et attention, je vais bien dans cette vidéo me focaliser sur les histoires. Pour ce qui est des films d'horreur, j'en avais déjà fait une vidéo, et même si certains mécanismes et origines sont similaires, je tiens à préciser que ce n'est pas ce dont il est question aujourd'hui. Parce qu'en effet, les histoires qui font peur ne datent pas d'hier. Une des premières traces d'histoire de fantômes nous provient de Pline le Jeune, un sénateur et gouverneur romain qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle. En voici un extrait. Il était à Athènes une maison spacieuse et commode, mais de mauvaise réputation et maudite. Dans le silence de la nuit, on entendait un son métallique et, si on tendait l'oreille, on percevait un bruit de chaîne assez loin d'abord, puis de très près. Bientôt apparaissait un spectre, un vieillard épuisé par la maigreur, en haillons, la barbe longue et les cheveux hérissés. Il portait, aux pieds, des entraves et aux mains, des chaînes qui l'agitaient. La maison fut donc délaissée, condamnée à la solitude tout entière livrée à ce prodige. On y mit cependant une affiche, au cas où quelqu'un, dans l'ignorance d'un défaut si grave, eût voulu l'acheter ou la louer. En effet, les Romains croyaient aux fantômes ou aux spectres, comme étant des mauvais esprits issus d'âmes qui, à cause de leurs crimes commis sur Terre, étaient condamnés à errer ici-bas. D'après les superstitions, les corps de ces fantômes étaient alors des squelettes. Cependant, à cette époque, les fantômes n'étaient pas véritablement considérés comme des menaces. Selon les croyants, ils ne s'attaquaient qu'aux criminels, encore en vie, ou alors se montraient simplement car ils n'avaient pas été enterrés correctement. Une étude d'Isabelle Marchessou permet aussi de comprendre quel était l'objectif social des histoires de revenants. Effectivement, dans son article à propos des histoires de fantômes dans la littérature anglaise entre le XIIe et le XVe siècle, elle relie ce phénomène à la responsabilité des chaînes d'information, chaque personne ayant vu le revenant servant de légitimité. Depuis le Second Concile de Lyon en 1274, l'idée de purgatoire, endroit entre le paradis et l'enfer où les âmes expiraient leur péché, est défendue par l'Église catholique. S'en est suivi une augmentation considérable du nombre de revenants associés à des âmes au purgatoire dans tout le pays. D'après Paul Patterson, un professeur d'anglais, les histoires plus menaçantes d'horreur auraient commencé, elles, au XVIIIe siècle. C'est à cette époque que se développe le genre de l'horreur gothique, avec la création et l'arrivée de figures aujourd'hui mythiques telles que Frankenstein ou Dracula. Ce phénomène n'a cessé de s'accentuer avec l'arrivée du cinéma à travers les films d'horreur, mais aussi et surtout ce qui va nous intéresser, d'Internet. En effet, dans les années 90, Internet se développe partout dans le monde et arrive dans de nombreux foyers. À cette époque, Internet est principalement composé de forums ou même de la fonction de faire des mails. À l'époque, pas de YouTube, Reddit ou même de Twitter. Ainsi, le 23 mars 2001, très belle année, un certain Ted crée une page web encore disponible aujourd'hui pour raconter des événements étranges auxquels il aurait assisté. Alors, pendant plusieurs mois, il va raconter comment avec des amis, durant une expédition de spéléologie, il est tombé sur une grotte remplie de démons avec des photos à l'appui. Le dernier message posté par Ted date du 19 mai 2001 et dit « On se revoit bientôt » avec beaucoup de réponses, bisous. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de vérifier la véracité de ses propos ni de connaître sa véritable identité. Voici donc ce qui est considéré comme la première creepypasta d'internet, à savoir histoire d'horreur qui se diffuse sur internet. S'en suivront de nombreux autres, comme celle de Zelda ou même celle du Slenderman, qui deviendra la figure iconique de la creepypasta. Elle repose alors sur des phénomènes extrêmement intéressants qu'on abordera quand on parlera des traits d'horreur, mais j'aimerais surtout avec vous voir leur évolution. Puisqu'effectivement, je pense qu'on peut considérer aisément que les creepypastas ont connu leur apogée au niveau des années 2010 avant de connaître une petite chute. Car les histoires sont sorties de leur cadre. Il y a eu des adaptations en jeux vidéo, en séries et même en films. Le plus parlant étant probablement le film Slenderman, qui sera réalisé par Sylvain White, réalisateur français, et qui sortira en 2018. Et les retours sont très mauvais. En effet, un film sur une creepypasta ne pourra jamais réussir à garder l'essence et au contraire participera à une démystification de cette dernière. Pourquoi ? Et c'est ce que nous allons voir à travers l'exemple des threads d'horreur.
Depuis quelques temps, on voit se développer particulièrement sur Twitter et Reddit ce qu'on appelle des threads d'horreur. Ce sont alors la plupart du temps des témoignages d'utilisateurs à qui il est arrivé un phénomène paranormal. De la même manière que TED, le récit est raconté à la première personne comme véridique et sans aucun moyen de discerner s'il est vrai ou faux. Ainsi, de nombreuses personnes, plus qu'on le croit, pensent que certains threads sont véridiques. Et c'est compréhensible. En effet, puisqu'avec les réseaux sociaux, on a l'impression de connaître tout le monde, quand une personne témoigne d'un événement, on a tout de suite tendance à la croire et à s'en sentir proche. Je me rappelle qu'avant d'avoir accès à Internet, lorsque mon frère me racontait des histoires qui faisaient peur, il me disait toujours que c'était arrivé au cousin d'un de ses potes. Cela permet d'ancrer l'histoire dans le réel, mais de rendre impossible sa vérification. C'est pareil avec les réseaux sociaux, où le profil de la personne va servir d'appui essentiel. Et toute cette dimension de proximité qui entraîne le réalisme est complètement effacée par une adaptation cinématographique. Ce qui va aussi permettre d'ancrer dans notre esprit l'histoire, c'est que nous en sommes aussi acteurs, par le fait qu'on défile les tweets, qu'on regarde les vidéos, qu'on pose des questions en réponse aux threads. C'est pour ça que ça peut s'adapter au monde du jeu vidéo. Et cette interactivité et la gestion du récit, elle est fondamentale pour les récits d'horreur. D'après Katie Bates, qui est docteur en histoire et en archéologie, c'est justement le choix de se faire peur qui plaît aux gens, parce que cela donne l'impression de pouvoir justement contrôler cette peur et alors mieux l'affronter. Si on veut, il nous suffit d'arrêter de lire le thread pour arrêter d'avoir peur. De même, les scientifiques ont prouvé que l'humain était constamment en recherche de peur et sensations fortes car cela fait monter l'adrénaline. Il y a donc un sentiment de force et de pouvoir qui ressort de cette expérience. Pour ce qui est des vidéos qui compilent des threads d'horreur comme celle de Squeezie, leur succès repose avant tout sur la capacité à synthétiser des histoires qui prennent parfois beaucoup de temps à lire tout en l'agrémentant d'une ambiance et d'illustration. Cependant, contrairement au film, le lien de proximité n'est pas rompu car par le biais des relations parasociales, on se sent proche de Squeezie qui prête d'ailleurs souvent attention à donner le nom et à résumer rapidement qui est chaque personne à qui les mésaventures arrivent. De plus, Squeezie donne beaucoup de détails, et surtout ne remet jamais en cause la véracité des histoires qu'il énonce, comme des faits avérés et reconnus. Et soyons clairs, ce n'est pas du tout un reproche, mais simplement un des nombreux mécanismes qui va permettre de faire rentrer le spectateur dans le récit, tout comme l'utilisation du présent de l'indicatif plutôt que du conditionnel pour relater des faits qui sont difficilement vérifiables encore une fois. En plus, Squeezie est aussi vu comme une figure d'autorité à qui on fait confiance, et donc on a beaucoup plus tendance à croire que ce qu'il dit est vrai, de la même manière qu'un grand frère. D'ailleurs, souvent, les youtubeurs sont comparés à des grands frères ou des grandes sœurs. Mais en vérité, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je voulais raconter les principes qui font que les threads d'horreur fonctionnent autant. Si ça vous intéresse, j'ai moi-même réalisé un thread d'horreur qui n'est évidemment pas au niveau des meilleurs creepypasta, mais que je vous invite à aller consulter sur mon compte Twitter dès à présent. Vous pouvez même me suivre, et aussi me suivre sur Instagram si ça vous dit. J'ai pas beaucoup d'abonnés là-bas, s'il vous plaît, j'ai juste envie de dépasser mon frère. Pour conclure, il faut savoir qu'aujourd'hui, un tiers des parents refusent de raconter des histoires qui font peur à leurs enfants. Ce qui peut être complètement compréhensible, mais qui est une erreur selon les psychologues et les sociologues. Comme on l'a vu, les histoires effrayantes permettent d'avoir une meilleure appréhension et un meilleur contrôle de nos peurs, de gagner en confiance en soi et de réussir à se dépasser. C'est pour cette raison que je trouvais intéressant de revenir sur leur forme moderne, à savoir les threads d'horreur, et d'essayer de comprendre pourquoi ils rencontrent autant de succès. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Elle a été réalisée dans une semaine assez chargée pour moi, mais j'ai quand même essayé de vous proposer le meilleur contenu possible. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez du concept, aussi à me proposer des sujets. En attendant, n'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux, on se retrouve la semaine prochaine pour une grosse vidéo sur Halloween, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Et même dites-moi si vous seriez intéressé sur un live spécial Halloween où on peut se raconter des histoires qui font peur, regarder des fan-films de creepypasta ou ce genre de trucs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je verrai, moi ça me ferait trop plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit live sur YouTube, même si j'en fais très souvent sur Twitch et Instagram pour ceux qui me suivent. On se retrouve donc très bientôt, à dimanche prochain au moins 15h j'espère. C'était Adam Bros, ciao.